Merci Laurent, mes chers amis radicaux. Un an déjà que nous nous retrouvions ici, à Montpellier, pour un week-end d'espoir et de promesses. L'espoir que la famille radicale, trop longtemps divisée, puisse se retrouver, se réconcilier et faire à nouveau du radicalisme un horizon pour la France. La promesse que nous allions tout faire cette fois, cher Laurent, pour réussir là où nous avions jusqu'ici échoué, tout faire pour parvenir à l'union. L'union, sans laquelle les radicaux divisés ne peuvent être que les forces d'appoint des formations plus puissantes. L'espoir était justifié. La promesse a été tenue. Le 9 décembre, notre congrès de Paris a décidé à une très large majorité de la réunification de la famille radicale. Alors oui, nous avons perdu quelques-uns de ceux qui étaient jusque-là des Valoisiens ou des radicaux de gauche, ceux qui, d'un côté, redoutaient de basculer à gauche lorsque, pendant des décennies, ils avaient accompagné de leur vote et de leurs convictions les décisions d'une majorité classée à droite. Ceux qui, de l'autre, n'apercevaient pas comment rester fidèles à leur engagement en politique en s'éloignant du Parti socialiste. Ceux qui ne voyaient pas comment être radical et suffisamment écologiste, comment être radical et suffisamment féministe. Ceux qui ont regardé la Renaissance radicale comme une utopie trop incertaine et préféré l'abri en apparence plus confortable d'un parti pour l'instant majoritaire, mais qui, par bien des égards, nous rappelle les tentations hégémoniques que nous avons bien connues jusqu'alors. Et puis, il y a toutes celles et tous ceux qui hésitent encore, qui se posent de nombreuses questions sur l'avenir et qui attendent de voir ce que nous ferons pour se décider. Et nous en avons beaucoup parlé ce week-end. Et je vous le dis, mes chers amis, c'est par notre action collective, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, que nous les rassurerons et que nous les ferons revenir dans la maison, dans leur maison. Enfin, il y a vous toutes et vous tous, vous qui n'avez pas douté des valeurs radicales, qui avez fait le pari de l'union. Vous êtes le cœur du radicalisme que vous représentez à Montpellier. Vous avez fait un choix courageux et difficile. Oui, nous l'avons dit, nous l'avons toujours dit avec Laurent, c'est un pari difficile, sans précédent dans l'histoire politique française, dont chacun doit bien mesurer l'ampleur. Il fallait de l'audace pour penser qu'en quelques mois pourraient être surmontées plus de 45 années de division, d'opposition sur le terrain électoral comme sur le terrain parlementaire, de réflexes d'alliance et d'habitudes de discours. Oui, il fallait du courage pour faire l'union au plan national comme dans chacune des fédérations départementales, pour accepter ici de ne plus être le ou la première responsable radicale dans son territoire et là de faire la place dans une instance locale à celles ou ceux dont on avait été l'adversaire. L'œuvre d'union n'est pas partout complètement achevée et nous en avons là aussi beaucoup parlé. Elle n'est pas toujours simple, nous le savons, mais elle est engagée. Et je comprends les craintes exprimées par les uns, par les autres hier, et je partage l'idée que chacun doit trouver sa place sans se renier pour préserver ce qui fait notre force et notre singularité. Pour les radicaux, cependant, il ne s'agissait pas seulement de se rassembler. Il fallait aussi construire un nouvel outil, un nouveau parti politique en phase avec son temps, capable d'agir avec efficacité. J'ai entendu, bien sûr, les attentes et même les impatiences, les demandes de plus grande visibilité, d'actions plus claires ou plus déterminées. Et même si certaines choses ont été accomplies, et je vais y revenir, j'ai bien conscience, si nous regardons l'année écoulée avec lucidité, et comme l'a fait
Laurent aussi avec franchise, qu'il reste beaucoup à faire et qu'hélas, certains de nos objectifs qui constituaient notre pacte fondateur n'ont pas encore été atteints. Et nous devons en tenir compte. Et la méthode que Laurent vous a proposée, d'écouter, de tenter des médiations, mais ensuite d'arbitrer, doit être notre ligne de conduite pour les prochains mois. Et comme je ne suis pas naïve, je sais que certains événements ou quelques turbulences peuvent venir nous secouer sur la stratégie, sur la ligne politique ou le positionnement sur les grands dossiers, tout comme sur notre structuration et le nécessaire équilibre à trouver. Et je vous ai tous écoutés avec beaucoup d'attention. C'est pourquoi je considère qu'il nous faudra prendre le temps de la discussion, de l'évaluation et des décisions dans nos instances pour avancer dans le respect de chacune et de chacun. Cependant, pour être juste et objective, je l'évoquais, Laurent l'a fait aussi, mais je veux y insister, nous avons beaucoup œuvré en presque 10 mois. Dès la fin de l'année 2017, les radicaux se sont rassemblés autour d'une déclaration politique fixant les grandes lignes de notre démarche politique où ils se retrouvent tous et qui n'a cessé depuis lors de guider notre réflexion et notre travail. Les nouvelles instances statutaires ont été mises en place sans le moindre retard, se réunissent régulièrement, fonctionnent et je peux vous assurer, nous pouvons vous assurer que les débats sont longs et riches. La réflexion programmatique du mouvement est conduite dans le cadre d'un atelier structuré, actif, où sont engagées de nombreuses militantes et militants, auxquels les travaux de notre université d'été doivent d'ailleurs une grande part de leur contenu et surtout de leur qualité. Et je veux ici les en remercier, et plus particulièrement je veux remercier Bernard Castagnède qui y met tout son talent, toute son énergie pour faire avancer ce chantier essentiel. Merci, prof. Des liaisons régulières sont entretenues entre le mouvement et les parlementaires radicaux, pratique qui doit être encouragée et améliorée, comme il nous faut, cher Laurent, l'améliorer avec l'ensemble de nos élus locaux. Nous en parlons souvent et les initiatives de la fin de l'année nous permettront justement de travailler sur cela. Le libre-échange interne au mouvement est favorisé par notre Agora connectée, dont les animateurs doivent être également remerciés pour leur disponibilité et leur engagement. Les outils de communication du mouvement sont progressivement mis en place et seront améliorés, et le site du parti est opérationnel. L'administration du mouvement est, vous le savez, issue pour l'essentiel des 2 anciennes formations. Elle a su, avec conviction, intelligence et dévouement, assurer la construction et la gestion du nouvel édifice. Et je veux bien sûr très chaleureusement remercier tous nos délégués nationaux et tous nos permanents qui s'investissent énormément dans cette entreprise pas toujours évidente. Et puis, puisque je suis dans la partie remerciements, je veux bien sûr saluer et remercier tous nos invités qui, tout au long du week-end, ont éclairé, enrichi nos débats de leur expérience et de leurs convictions. Et même, si je le sais, nous ne sommes pas forcément en accord sur tout, il est bon de s'ouvrir et de se confronter à d'autres points de vue pour pouvoir, et parfois souffrir, pour pouvoir construire demain, et c'est la coprésidente qui vous le dit, et Laurent partage. Donc construire demain. Et cher François Michel, ton bulletin d'adhésion est à ta disposition quand tu le souhaites. Et bien sûr, je veux remercier et saluer les jeunes radicaux, féliciter leur nouveau président, cher Henri, pour le talent qu'il vient d'exprimer à cette tribune. Et toute cette belle équipe de jeunes. Et nous avons besoin des jeunes radicaux pour nous adresser à notre jeunesse qui a besoin de repères, d'une autre forme d'engagement sans nul doute et de réponses concrètes pour son avenir.
qui doit retrouver de l'optimisme, se sentir soutenu et accompagné. Notre mouvement doit parler à tous les jeunes et pas uniquement à ceux qui vont bien, comme le font certains. Et nous comptons donc sur les jeunes radicaux. Merci à vous. Et maintenant, me direz-vous, maintenant, que faire d'un mouvement radical réunifié? Quel positionnement lui donner? Quelle orientation politique? Quelles alliances? Nous le savions, ce sont là les questions les plus difficiles. On nous presse, Jean-Claude Requier l'a fait tout à l'heure et je le salue amicalement, en particulier de nous définir par rapport à la majorité présidentielle, par rapport au président de la République. Répondre à ce questionnement légitime, c'est d'abord faire au moins brièvement le bilan d'un peu plus d'1 an de mandat présidentiel. L'examen des orientations politiques arrêtées par le président de la République, des décisions adoptées par la majorité parlementaire. Un examen qui, pour nous, doit être évidemment conduit au regard, à la lumière des valeurs radicales et des priorités qui sont les nôtres. Incontestablement, il y a des points d'accord. Et oui, incontestablement, nous souhaitons la réussite du président de la République parce que sa réussite, c'est la réussite de la France. Il est clair que la vision de l'Europe, qui est celle du président, n'est pas éloignée de la nôtre. Nous partageons les objectifs d'une gouvernance renforcée de la zone euro, d'un développement des moyens de la défense européenne, d'une stricte vigilance quant au respect des États membres, des valeurs démocratiques et des principes de l'État de droit. Il en va de même en ce qui concerne la politique de sécurité et l'indispensable lutte contre le terrorisme, qui mériterait d'ailleurs une meilleure coopération et une agence de renseignement européenne. De même, approuvons-nous les mesures d'allègement de charges excessives qui pèsent sur les entreprises, et en particulier les plus petites d'entre elles, ou qui visent à libérer l'initiative individuelle. Notre sentiment est en revanche beaucoup plus mitigé sur des sujets qui, pour les radicaux, sont particulièrement importants. Je pense bien sûr au principe de laïcité, qui ne nous paraît pas toujours bien compris, ni respecté avec la rigueur suffisante. Sans entrer ici dans tous les détails, les exemples seraient nombreux, ce matin vous en avez beaucoup parlé. Nous ne comprenons pas, par exemple, que des institutions religieuses puissent être regardées comme représentant l'intérêt général et se trouvent dispenser des mesures de transparence demandées à tous les autres organismes qui entendent défendre leur point de vue particulier. Et surtout quand on sait qu'on vient d'alléger ce dispositif, quand le Parlement devra prochainement débattre de la révision des lois de bioéthique, Catherine l'a évoqué tout à l'heure, et de certains sujets sociétaux aussi importants que la PMA pour toutes et le droit de mourir dans la dignité. Et l'actualité nous prouve combien notre combat est juste et combien nous devons le mener. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de mesures déjà adoptées ou en voie de l'être qui mettent à mal notre conception de la démocratie, des libertés locales ou de la justice sociale. Je ne vois pas, pour ma part, quel progrès démocratique il faudrait attendre d'un affaiblissement complaisant de la représentation nationale, recherché à travers la réduction du nombre de parlementaires ou la limitation des droits du Parlement, sans parler des mises en cause récentes et inappropriées, pour rester gentille, du Sénat de notre République. Alors que tout cela démontre que nous avons besoin du bicamérisme, d'un pouvoir législatif fort pour véritablement contrôler l'exécutif et jouer pleinement son rôle, et ne surtout pas se transformer en une chambre d'enregistrement docile, muette, comme nous le voyons depuis juin 2017 à l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas non plus partager les orientations ou approuver les décisions qui, à travers l'encadrement des moyens financiers des collectivités territoriales ou la remise en cause des compétences de leurs organes, reflètent une tendance nette à la recentralisation, là où nous, radicaux, appelons au contraire à davantage de décentralisation. Nous attendons toujours
le pacte girondin évoqué par le président de la République et une politique volontariste pour l'ensemble de nos territoires et pas uniquement pour les métropoles, même si oui, nous avons besoin de nos métropoles et dans cette région, nous le savons bien avec Toulouse et Montpellier. Mais il faut que tous les territoires se sentent concernés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème central lors de notre université d'été. Et surtout, nous ne nous retrouvons pas dans l'exigence de justice sociale. Laurent le disait, qui est la nôtre lorsque les avantages fiscaux accordés aux plus favorisés s'accompagnent non pas d'allègements intéressants les plus nombreux, mais bien d'une aggravation sensible des efforts demandés à des catégories sociales déjà exposées à des difficultés. Et en disant cela, je ne pense pas uniquement à la baisse des APL ou à la diminution des contrats aidés qui nous avaient déjà animés l'année dernière. Le traitement appliqué aux retraités, successivement touchés par l'augmentation de la CSG et par la non-revalorisation des pensions, c'est-à-dire une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 5,5% sur 2 ans, est pour moi inacceptable. J'ai bien noté l'engagement du Premier ministre d'avoir un geste pour 300 000 retraités. Mais, et je m'adresse à mes collègues parlementaires, il reste à voir sa traduction dans les textes budgétaires, parce que mon expérience m'a bien souvent prouvé que le diable se cache dans les détails d'un article du PLF ou du PLFSS. La perte de vue des principes de solidarité sur lesquels repose le contrat de confiance propre au modèle social français se superpose parfois, d'ailleurs, à d'autres dispositions qui, telles que la suppression de la demi-part des personnes veuves, avaient déjà aggravé des situations financières souvent précaires. Ni la suppression des contrats aidés, ni l'augmentation de la CSG, ni la non-revalorisation des pensions, par ailleurs, ne sont de nature à stimuler la consommation qui, en France, est la première condition de la croissance. Ce bref état des lieux me conduit, et je vous le dis franchement, à ne pas souhaiter pour ma part m'enfermer dans une discipline majoritaire qui me ferait l'obligation de soutenir beaucoup de mesures que je ne peux approuver. Nous partageons certaines des conceptions du président de la République. Nous avons certaines convergences avec la République en marche. Mais la République en marche, ce n'est pas le radicalisme. Et comme nous le disons souvent, je le répète encore aujourd'hui, le radicalisme n'est soluble dans aucun parti politique. J'ajouterai que pendant longtemps, nous n'avons pas été invités au dialogue par les dirigeants d'En Marche et que nous n'avons pas reçu, Laurent le disait, de leur part, les marques d'estime, de soutien qui pouvaient être attendues d'une famille politique proche lorsque, par exemple, nous avons souhaité constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Pour autant, nous n'avons jamais refusé la discussion et nous ne la refusons pas. À l'invitation de notre bureau national, d'ailleurs, de juillet dernier, nous avons même décidé d'en prendre l'initiative. Et nous avons pu échanger avec le délégué général de la République En Marche, qui lui aussi souhaite pouvoir nous entretenir de délégation en délégation pour faire le point sur nos convergences, sur nos divergences. Discussion qui aurait pu contribuer à éclairer nos débats de ce week-end, mais à ce stade, aucune suite concrète n'a été donnée et bien naturellement, nous informerons nos instances de ces échanges. D'autres, ici même, soutiennent que si l'alliance avec la République En Marche n'est pas souhaitable ou pas possible, il reste que les radicaux ne représentent à eux seuls qu'une force politique trop chétive pour être significative et qu'il faudrait donc, sans attendre, que notre mouvement s'élargisse à d'autres familles de pensée. Oui, nous sommes d'accord, c'était d'ailleurs la ligne de notre congrès de réunification. Mais lesquels? Avec quel effet? Nous ne pouvons bien entendu écarter la perspective d'accords électoraux pour telle ou telle échéance, mais qui n'implique nullement que nous renoncions à ce que nous sommes. Ce qui, en revanche, ne manquerait pas de se constater si les radicaux devaient se fondre dans je ne sais quel amalgame regroupant autour de nous les débris épars de courants politiques qui ne peuvent s'unir solidement
autour d'un même système de valeurs. Laissons les socialistes se recomposer s'ils le peuvent. Laissons les centristes choisir clairement leur chemin. Laissons les écologistes, enfin une partie d'entre eux seulement, se chercher. Quant aux autres, ils me semblent définitivement perdus, trop préoccupés à chercher à siphonner les votes extrêmes en prenant des positions contraires à leur histoire. Des uns et des autres, sachons, nous, radicaux, choisir les combats les plus légitimes et les porter avec davantage de cohérence, de réalisme et d'efficacité. À la question de savoir où les radicaux doivent se situer, en dehors ou dedans la majorité, j'apporterai, comme l'a fait Laurent, la réponse qui est celle de notre Congrès, mettant en place le principe d'indépendance du mouvement radical. Libre de leur engagement, les radicaux sauront sans a priori soutenir toutes les mesures conformes à leurs idéaux de liberté, de solidarité, de laïcité, de progrès. En même temps, ils conserveront la possibilité de s'opposer à toutes celles qui seraient manifestement contraires à leurs valeurs. Les radicaux doivent être surtout, comme nous l'avons fait ce week-end, une force de proposition. Le mouvement de travail. Tout au long de cette université d'été, vous avez travaillé. Des ateliers qui se sont tenus hier matin ont surgi beaucoup d'idées nouvelles qui témoignent de la créativité, de l'originalité de la réflexion radicale. Et puisqu'on nous presse d'être davantage visibles en tant que radicaux par des idées fortes, des projets qui portent notre marque, celle de l'humanisme, du solidarisme, celle de la justice et celle de la liberté, permettez-moi à mon tour d'ajouter quelques pierres à l'édifice et d'énoncer quelques propositions qu'il me semble utiles pour illustrer la démarche radicale. Je commencerai par une problématique qui est devenue centrale, non seulement pour la France, mais pour toute la planète, qui est celle de la protection de notre environnement. Clemenceau, un grand radical, disait « La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires ». Et au risque de choquer certains, j'oserais dire, en le paraphrasant, que selon moi, la défense de la planète est désormais une cause trop importante pour être confiée aux seuls écologistes. Par sa démission, Nicolas Hulot a établi le constat d'échec de la politique environnementale française. Minée, ont retenu les commentateurs, par la résistance des intérêts économiques en place, et pour avoir exercé des responsabilités gouvernementales, je ne sous-estime nullement la faculté de nuisance des lobbies. Mais je considère qu'il existe aussi d'autres raisons au renoncement surprise de cette grande figure de l'écologie. L'échec de notre politique environnementale tient pour beaucoup au refus de hiérarchiser les urgences et à la confusion d'approches doctrinales qui confondent les vrais dangers et les peurs irraisonnées, autrement dit, à l'absence de réalisme. L'urgence aujourd'hui, François Michel le rappelait, c'est le climat. Le réchauffement climatique et les dérèglements qui en résultent menacent clairement l'humanité tout entière. La priorité absolue des politiques publiques doit être de tout faire pour contenir l'élévation de la température moyenne du globe et de prévenir les catastrophes naturelles. L'inéluctable détérioration des économies et des conditions de vie, la poussée toujours plus forte pour la partie la plus exposée de la population mondiale à la migration. La planète est en danger. La mobilisation générale contre le réchauffement climatique doit être un impératif. Les causes du phénomène sont connues. Il faut agir sur elles avec une plus grande détermination. La lutte contre la diffusion des gaz à effet de serre doit être considérablement renforcée. L'offensive doit être d'abord conduite à l'encontre du CO2, agent principal du réchauffement, dont la diffusion est surtout imputable aux émissions résultant de la combustion des produits d'énergie fossile. Les objectifs en termes de recours aux énergies fossiles doivent être en conséquence fortement relevés. Pour ce qui concerne la France, la loi de 2015 que nous avons votée, relative à la transition énergétique, prévoit de réduire la consommation énergétique primaire d'énergie fossile de 30% en 2030 par rapport à la référence 2012.
Ce premier objectif de réduction doit être porté à au moins 50%. Le recours au pétrole, au gaz, énergie dont notre économie est par ailleurs trop dépendante, doit être résolument limité. La même loi a prévu de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale d'énergie, à 32% en 2030, tout en ramenant la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2025. Ces objectifs sont irréalistes, inappropriés. Irréalistes parce que la part des énergies renouvelables dans la consommation était à peine de 10,5% en 2017. Les chiffres espérés ne seront pas atteints. Inappropriés en ce qu'ils mêlent à l'objectif climatique d'autres considérations qui lui sont étrangères. Je veux parler de l'abandon du nucléaire, pourtant sans effet dommageable sur le climat. Et c'est certainement en ayant conscience qu'il ne pouvait en même temps tenir des engagements nécessaires sur le climat et des engagements de principe sur le nucléaire que Nicolas Hulot a été contraint à la démission. Le refus du nucléaire trouve sa source dans des risques qu'il comporte et qui ne peuvent pas être niés. Des risques néanmoins très inférieurs à ceux inhérents au nucléaire militaire dont personne ne parle jamais. Les risques du nucléaire civil pourront être fortement réduits par l'appel à des technologies différentes de celles actuellement mises en œuvre. C'est pourquoi il faut encourager la recherche, comme d'ailleurs il faut soutenir la recherche pour faire appel à d'autres sources telles que l'hydrogène. Pour l'heure et dans le cas français, force est de constater que les risques du nucléaire civil ont été maîtrisés, la sécurité des centrales de nouvelle génération se trouvant renforcée. Dès lors, entre le risque avéré et considérable du réchauffement climatique et le risque hypothétique d'une énergie nucléaire, qui seul aujourd'hui permet véritablement de réduire le premier, il faut évidemment choisir le moindre. Mais en disant cela, je ne veux pas non plus qu'on abandonne notre combat et notre ambition pour le développement des énergies renouvelables qui devront être de préférence mieux contrôlées et davantage diversifiées, ni l'indispensable effort d'économie d'énergie, source d'innovation, d'activité et d'emploi. Je pense ainsi que l'approche humaniste, rationnelle et réaliste des radicaux peut conduire à la définition d'une nouvelle politique énergétique pour la France, tournée vers l'essentiel, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut s'en donner les moyens par un recul accéléré du recours au pétrole, au gaz, pour le charbon, la cause est entendue, par un soutien renforcé aux économies d'énergie, par le développement du renouvelable, mais aussi par l'admission courageuse, et je sais que c'est à contre-courant de l'ère du temps, d'un maintien à un niveau suffisant d'énergie nucléaire. Un mot pour terminer sur ce thème à propos des aspects extérieurs d'une lutte contre le réchauffement climatique qui ne saurait être seulement nationale. L'action pour le climat ne peut être que globale et prendre appui sur des engagements qui doivent être tenus. Elle doit comporter un volet incitatif à renforcer, notamment pour ce qui concerne la lutte contre la déforestation, mais elle doit aussi comporter un volet répressif qui est aujourd'hui nécessaire. À l'intérieur de l'Union européenne, ne peuvent plus être tolérées les politiques énergétiques reposant sur l'appel aux énergies fossiles les plus nocives pour le climat, comme c'est le cas du charbon. Au plan international, ne peuvent être davantage admises les pratiques d'État dont la politique énergétique ou le comportement environnemental met en danger l'humanité tout entière. La France doit à cet égard se montrer beaucoup plus offensive. Le temps de la diplomatie du constat et du regret courtois est révolu. Un autre domaine où les radicaux sont certainement fondés à faire d'utiles propositions est celui de la justice fiscale. Nous n'allons pas ici proposer un grand soir fiscal, une réforme qui bouleverserait notre système d'impôts, mais simplement avancer quelques mesures permettant d'en améliorer la justice, ainsi que la conformité aux principes sur lesquels il repose. Une mesure de bon sens tout d'abord. J'évoquais tout à l'heure les effets néfastes de l'augmentation de la CSG lorsque, appliquée aux retraités, elle ne trouve aucune compensation dans une baisse des cotisations sociales, ce qui est le cas pour les salariés. Tout le monde s'est accoutumé à la curieuse situation dans laquelle les contribuables redevables de l'impôt sur le revenu sont imposables sur une partie de revenus dont ils n'ont pas disposé. Je veux parler de la part de CSG qu'ils ont
supporter et qui n'est pas déductible. Je propose, comme je l'ai déjà dit à l'Assemblée, de supprimer cette double charge qui ne trouve pas de justification convaincante dans la logique de notre impôt sur le revenu. La CSG doit être entièrement déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu. Celui-ci, grâce à Joseph Caillaux, est, vous le savez, un impôt progressif qui vise à ajuster le sacrifice fiscal aux moyens du contribuable. Sauf qu'aujourd'hui, certains revenus échappent au barème et supportent un taux proportionnel identique, quelle que soit la situation financière du contribuable. Tel est le cas pour les plus-values immobilières. C'est-à-dire qu'un contribuable au patrimoine et aux revenus modestes qui réalise une plus-value en revendant un bien immobilier supportera un taux d'imposition plus élevé que celui auquel l'exposerait l'application du barème progressif de l'impôt. Et qu'au contraire, le contribuable fortuné réalisant de confortables plus-values immobilières bénéficiera du régime pour lui très clément de l'imposition proportionnelle. Depuis cette année, un dispositif comparable, dit de flat tax ou de PFU, prélèvement forfaitaire unique, s'applique également aux plus-values financières, comme de façon générale aux revenus de capitaux mobiliers, notamment aux dividendes versés aux actionnaires, à un taux ramené à 30%, prélèvements sociaux compris. Salaires et pensions supportent pour leur part, sans atténuation, l'impôt progressif et les prélèvements sociaux. On nous dit que notre fiscalité ne doit pas décourager nos entreprises, et j'en suis bien d'accord. Mais les bénéficiaires de ces mesures ne sont pas les entreprises petites ou grandes, ce sont les particuliers titulaires de revenus financiers élevés et très élevés. À l'heure où se constate un écart croissant des situations de revenus et de fortune dans notre pays, à l'heure où les fractures s'accentuent, faisant le lit des populistes, il me paraît légitime de ne pas en favoriser encore l'élargissement. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la question du pouvoir d'achat et des inégalités revient si fortement en cette rentrée. À l'heure où personne ne discute le fait que les salaires stagnent, que les pensions régressent, là où les sociétés françaises distribuent toujours plus de dividendes, ces mesures récentes ne portent pas la marque d'une politique de justice fiscale. L'impératif de justice, comme le respect des principes de l'impôt sur le revenu, justifie en conséquence la proposition d'un retour à l'imposition selon le barème progressif des plus-values financières comme immobilières et des revenus des capitaux mobiliers. Parler d'impôts, c'est aussi parler des ressources pour l'État, pour les collectivités territoriales. La situation financière de ces dernières se trouve impactée de différentes façons, notamment par la suppression prévue de la taxe d'habitation. Il me paraît indispensable d'assurer aux collectivités territoriales des ressources propres, régulières, dynamiques, en rapport avec leurs besoins, et ils sont nombreux vu les attentes de nos concitoyens. Et je souhaiterais, Prof, que soit mis à l'étude, d'abord au sein du mouvement, l'idée d'une affectation d'une part du produit de la TVA, non pas seulement aux régions, cher Jean-Michel, comme il est prévu depuis 2018, mais à d'autres niveaux de collectivités territoriales. Et puisque nos travaux d'hier l'ont encore démontré, le mouvement radical est plus que tout autre le parti des territoires. Je voudrais que cette dimension forte, originale, soit davantage connue de nos concitoyens, comme d'ailleurs des médias qui trop souvent l'ignorent. Laurent a rappelé le panel large de nos élus. Je voudrais aussi qu'elle inspire davantage encore l'action politique des radicaux, et singulièrement de leurs très nombreux élus locaux. Ils forment le tissu méconnu du radicalisme, un tissu qu'il faut renforcer par davantage d'actions communes et cohérentes des élus radicaux, tournés vers des réponses toujours plus efficaces, toujours plus concrètes aux demandes de leurs administrés. Pour que chacun sache bien que le mouvement radical est bien par excellence le parti des territoires, je voudrais donc vous soumettre un projet capable, je le crois, de mobiliser notre parti dans les mois qui viennent, de le rendre plus attractif, plus visible dans tout le pays. Vous l'avez comme moi constaté, sous l'effet de la recentralisation rampante, des replis nationaux, du blocage des décisions, la France et l'Union européenne piétinent sous l'effet
des tentations souverainistes et des vieux réflexes étatiques. À l'échelle de la planète, de même, l'idéal de solidarité mondiale et le multilatéralisme reculent devant la montée des égoïsmes nationaux. Un nouvel élan pour la France, pour l'Europe et pour le monde ne peut provenir, je le crois profondément, que de l'initiative des territoires, des femmes et des hommes qui les habitent, qui les connaissent et s'y reconnaissent. Le mouvement radical peut et doit se porter en tête de la reconquête des solidarités humaines, renforcer l'unité nationale, redonner vie aux rêves européens et à l'espoir universaliste en faisant appel au territoire. Je propose pour cela qu'il engage une première initiative, celle d'un projet de charte des territoires solidaires. Il s'agira d'une initiative d'abord radicale, elle reposera sur l'appel de 100 maires radicaux, avec un premier signataire, Laurent Hénart, représentant notamment plus de 20 villes d'au moins 10 000 habitants, affirmant leur volonté de souscrire des engagements communs, coordonnés, surtout que bon nombre d'entre vous le font déjà en matière d'action solidaire pour l'environnement, déclinée dans les domaines de la circulation, des transports publics et privés, des économies d'énergie, de la politique des déchets, de la lutte contre les pollutions sonores, visuelles, mais des actions solidaires pour le logement, incluant le respect d'objectifs de mixité sociale, favorisant la cohésion, actions solidaires en matière de santé, incluant l'amélioration d'offres de soins, actions solidaires en matière culturelle, actions solidaires en matière de lutte contre la pauvreté et des services de proximité, actions solidaires en matière de lutte contre les discriminations dans le respect du principe de laïcité, actions solidaires, et tu l'as évoqué, en matière d'accueil des réfugiés. Par lui-même, l'appel des 100 établira auprès de tous ceux qui l'ignorent que le radicalisme est toujours, dans la République française, une force politique importante, enracinée dans les tissus territoriaux, avec laquelle il faut compter. Évidemment, plus significative que les groupuscules dissidents qui ne représentent rien d'autre que l'ego de leur inspirateur. Cette charte sera la traduction de notre volonté de mettre en œuvre une vraie politique d'aménagement du territoire, à la fois ambitieuse, globale, humaniste et efficace, qui agit sur toutes les politiques publiques qui interrogent aujourd'hui nos concitoyens. L'initiative pourra bien sûr ensuite s'élargir. Voilà, mes chers amis, quelques propositions s'ajoutant aux vôtres que nous devons approfondir, que nous pourrons exposer et développer, qui témoignent en tout cas de l'autonomie de pensée des radicaux, de leur volonté de mettre en avant leur propre programme plutôt que de s'en tenir au soutien plus ou moins convaincu de celui des autres. Armés de cette façon, les radicaux pourront affronter sans crainte les échéances électorales qui sont devant nous, et en particulier les élections locales et les municipales, qui sont à mes yeux les élections décisives pour l'avenir du radicalisme, où pourra se démontrer la justesse de nos propositions et révéler les talents de notre parti en favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'élus et d'élus UES. Nous devons, sans attendre, préparer activement cette étape centrale de la vie de nos territoires. Mais, me direz-vous, notre université d'été porte bien le nom de Start-up mai 2019 pour une Europe forte avec des territoires forts. Ce ne doit pas être par hasard. Vous attendez, je n'en doute pas, une réponse à cette question légitime. De quel départ s'agit-il? Que vont faire les radicaux pour les élections européennes? La réponse, mes chers amis, elle découle très logiquement de tout ce que je viens de rappeler. Une réunification des radicaux sous le signe d'une fidélité commune à des valeurs éprouvées, sous le signe du refus des positions subalternes ou leur division a enfermé pendant des décennies radicaux valoisiens, radicaux de gauche, sous le signe de l'indépendance retrouvée. La conviction, la certitude de notre capacité à construire notre propre programme, à montrer un chemin aux Françaises et aux Français. Le chemin de l'humanisme, de la justice, de la liberté, de la solidarité et du progrès. L'élection européenne, à nouveau nationale, est l'occasion pour notre mouvement de faire entendre notre propre message, le message radical. L'occasion d'être visible par tous,
l'occasion de porter, à côté d'autres formations qui le souhaiteraient, et pour cela, nous discuterons avec toutes celles et tous ceux qui partagent notre vision et ce message d'espoir dans l'Europe, l'occasion de faire entendre une voix, notre voix, à l'encontre des passéistes, des souverainistes, des nationalistes ou des racistes. Et je vous le dis franchement, n'ayons pas peur du résultat d'un scrutin qui nous permet de répondre présent face aux attentes de nos concitoyens. Un scrutin que nous devons voir comme une étape dans la reconquête de toute la place qui revient au radicalisme dans la conduite de notre République. Si les radicaux se sont réunifiés, c'est au nom d'une ambition nouvelle. Ce serait d'avance y renoncer que d'accepter de se fondre dans un improbable assortiment de candidatures que rien n'unirait, ou d'accepter de voir dans l'élection ne voir dans l'élection européenne qu'une sorte de référendum, une façon de dire au mieux oui ou non à l'Europe, au pire oui ou non au président de la République. Mes chers amis, l'Europe vaut bien mieux que cela. Elle a besoin de représentants, porteurs d'idées innovantes, de propositions claires pour la faire à nouveau avancer. Alors oui, mes chers amis, je pense que les radicaux doivent défendre leur projet pour l'Europe au mois de mai 2019. Oui, les radicaux doivent être présents aux élections européennes et c'est à cela que nous allons maintenant œuvrer pour que nous, radicaux, nous qui voulons une Europe forte, une Europe qui nous protège, une Europe qui traite les vrais sujets du moment, oui, nous voulons une véritable Europe politique. Et pour notre République, nous voulons des territoires forts pour que vivent partout, les mots de notre devise à laquelle nous sommes tous attachés. Ces combats, mes amis radicaux, ce sont nos combats, ce sont vos combats.